trop bel endroit. Vous êtes à Hilton Hotel, que nous reçoit pour nous donner la quintessence de cette sortie officielle de AIPC. Membre ou pas, invité ou pas, notre domaine a subi beaucoup de choses dans lesquelles on doit aujourd'hui en parler, on doit aujourd'hui en discuter, on doit aujourd'hui en parler pour mettre tabula rase et que les choses doivent changer. Si moi j'étais vous, j'allais dire le pétrole va changer. Pardon? Pardon? Je n'entends rien ici, c'est quoi? Industrie pétrolière de la RDC face à la transition énergétique, chose importante qui est très nécessaire, qui est vraiment importante afin que nous puissions voir les choses autrement et que nous puissions avoir une autre définition. Moi j'ai une autre définition, toi tu as une autre définition, ceux qui vont intervenir ici auront aussi leur définition. Raison pour laquelle ce monde des hydrocarbures doit vraiment changer et nous portons haut et fort notre flambeau pour que les choses avancent. Mesdames et messieurs, place aux invités, aux intervenants, s'il vous plaît, mettez-vous tous debout. On va recevoir les invités et intervenants. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chers intervenants, mettons-nous tous debout pour chanter notre hymne national, notre cher hymne national. Pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour le bon, prenons les plus belles élans, dans le pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner fièrement, saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour servant à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Mettez-vous. Mesdames et messieurs, je m'en veux vous lire le programme. On va commencer par le mot d'ouverture, présentation de l'association, défis du secteur hydrocarbures, problématique de l'exploration pétrolière en RDC nécessite d'un fonds de hydrocarbures, prospective énergétique de la société Covid SA, aménagement du territoire face aux ressources naturelles de la RDC, expertise technologique du centre de recherche en géophysique sur la prospection de ressources naturelles, l'AIPC RDC en levier, un levier de développement dans le secteur des hydrocarbures en RDC Congo bien sûr, le sous-traitance dans le secteur pétrolier congolais, apport des scientifiques dans le processus d'appel d'offres de blocs pétroliers et gaziers. Et puis, on va marquer une petite pause, on va revenir sur la société, l'ERESCOM, Petroleum et l'entrepreneuriat dans le secteur des hydrocarbures, la société congolaise de l'industrie du raffinage face au stockage de matières énergétiques, mot de clôture, contenu du livre énergétique renouvelable en vue du développement durable de la RDC, photo de famille, et puis on va finir avec cocktail. C'est cocktail qui va être dite à la fin. Mesdames et messieurs, place au mot d'ouverture. Ladies and gentlemen, je laisse cette place au président de la RDC. Sous vos applaudissements. Excellences, Monsieur les délégués et leurs excellences aux hydrocarbures, et là j'ai fait allusion à l'excellence Molendo et à Madame la vice-ministre Griffin, Monsieur le délégué et secrétaire général aux hydrocarbures, Monsieur le chef d'entreprise, Monsieur le chef des conseils d'administration des entreprises, Messieurs les professeurs, tous les scientifiques réunis, cadres et étudiants, distingués invités, protocole tous respectés.
L'Association des ingénieurs pétroliers du Congo tient à vous remercier pour avoir accepté son invitation afin de venir partager avec nous ce moment très capital qui marque le début d'une nouvelle histoire dans notre secteur énergétique. Qu'il me soit permis de vous dire, très chers invités, qu'aucun enfant n'avait demandé l'autorisation de naître auprès de ses parents. Celui-ci naît par la volonté commune de l'union des parents qui planifient soigneusement l'avènement de leur fils ou fille. Il en est de même avec les ingénieurs pétroliers de la RDC. La volonté d'ouvrir la filière pétrolière et gazière en République démocratique du Congo résulte de la détermination des autorités étatiques de faire les hydrocarbures un poumon économique de la RDC sur base de son contenu local. Fort est notre regret de constater que les ingénieurs pétroliers congolais, en commençant par leurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire, sont presque laissés à leur triste sort, sans appui à l'enseignement et suivi de politiques d'embauche qui entraînent la hausse des chômages, la mendicité, poussant nombreux d'entre eux à s'interroger si cette filière était leur malédiction. Aucun accompagnement de ces jeunes par les autorités sectorielles, moins encore une moindre revendication de leurs intérêts sur les tables de négociation. D'aucuns ignorent que l'accord sur le bloc 14 en offshore entre l'Angola et la RDC n'a pas pris en compte le contenu local RD congolais que nous constituons. Cela par la simple raison, c'est que cet accord est régi par la loi angolaise. C'est dans ce contexte qu'est née cette association pour tenter d'obtenir l'ordre des ingénieurs pétroliers et gaziers du Congo par les autorités étatiques et l'autonomisation de ses membres. Très chères excellences, nul n'ignore qu'à 64 ans, la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, est aujourd'hui dans une difficulté de certifier ses réserves pétrolières dans les 3 bassins. Elle ne dispose pas d'une raffinerie opérationnelle adaptée, mais encore de structures techniques capables d'élever le défi. L'analyse approfondie du programme d'action du gouvernement de la République 2024-2028 dans son axe 1-2-5 nous pousse-t-elle à nous interroger sur l'avenir du secteur pétrolier gazier en République démocratique du Congo. Quel avenir pour notre jeunesse qui a tout son regard tourné vers l'industrie pétrolière et gazière dans un pays sans ambition pétrolière alors que sa population fait face à la crise énergétique accrue et à la hausse des prix des biens et produits de première nécessité. L'ère pétrolière serait-elle en train de passer sans que la génération pétrolière de la RDC tire profit de ses ressources? Que bénéficieraient les générations futures dans le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo? Excellence, Monsieur le délégué, voilà autant de questions qui ont émaillé nos cerveaux afin de mettre en place cette structure combien importante que vous utiliserez un jour de manière ou d'une autre façon afin d'apporter tant soit peu des solutions aux problèmes du secteur des hydrocarbures. Voilà donc ce qui a occasionné cette rencontre ici. C'est pour que nous puissions donc vous présenter cette situation de manière détaillée. Ainsi donc, je déclare cette journée ouverte. Je vous remercie. Est-ce une malédiction de faire cette domaine? Non. Est-ce une malédiction de faire cette domaine? Non. Ce nom peut être fort. Est-ce une malédiction de faire cette domaine? Non. Alors, ce nom est très fort, raison pour laquelle, mesdames et messieurs, Roland Tsessigo, à qui nous parle à la présentation MC du siècle, on va présenter l'association avec notre secrétaire général. Place au secrétariat général. Je leur accorde la parole sous vos applaudissements. L'honneur m'a été accordé de présenter l'association des ingénieurs pétroliers, dont je suis le secrétaire général. En fait, pour une petite histoire, comme le disait le président, les ingénieurs dans un groupe WhatsApp, un groupe qui réunissait les différents étudiants qui ont fini pour la qualité, il y avait un sentiment presque de révolte. On s'est dit, bon, on a fait le pétrole et c'est presque rien qui marche. Il y a des gens qui sont peut-être découragés, ils ont changé de profession. On s'est posé une question, est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une malédiction, comme le dit le président de l'association? On
s'est beaucoup interrogé. Et à l'époque, on s'est dit non, si on n'arrive pas à s'organiser, on va périr tous ensemble. Parce qu'il y a eu des initiatives tentées d'une manière individuelle. Mais ça ne marchait toujours pas. Et de là, dans un groupe WhatsApp, l'idée est née et on avait commencé à s'organiser. Et lorsqu'on a commencé à s'organiser, comme de la blague, c'était en 2022, et on a convoqué une réunion et puis une première assemblée générale. Et c'est de là que l'association est née avec nos objectifs. Maintenant, il sera question de présenter exactement de quoi il s'agit. Et l'association est dirigée par le président, il y a un comité, et un comité dirigeant et les différentes directions techniques. Nous avons, le comité est constitué d'un président, secrétaire général, et nous avons le chargé des communications, les auditeurs, ainsi de suite. Et nous avons aussi des directions techniques. Pourquoi nous avons estimé qu'il était nécessaire d'avoir des directions techniques? Parce qu'on n'a pas voulu faire une association pour une association, c'est-à-dire que ce sont juste des gens qui se réunissaient pour parler de leurs problèmes. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait se réunir pour apporter des solutions aux différents mots scientifiques qui se posent dans le secteur. Parce qu'on s'est posé la question, oui, le secteur est géré, mais d'où viennent les idées scientifiques qui soutiennent les différentes décisions du secteur? Jusque-là, on essayait de voir, mais on constatait qu'il n'y avait pas de cadre scientifique spécialisé du secteur pour réfléchir sur les différentes idées ou actions qui motivaient dans les secteurs. Maintenant, on a créé des directions techniques. Nous avons la direction qui se charge sur les questions de l'aval pétrolier d'une manière générale. Nous avons la direction également qui s'intéresse sur les questions de la pétrochimie, de l'exploration-production. Et au sein de ces différentes directions, on essaie de mener des études sur des cas précis. Nous l'avons fait déjà sur les différents problèmes, comme l'a dit le président, par exemple, les questions liées au bloc 14 entre la RDC et la MOLA. On a essayé de réfléchir sur ça, on réfléchit sur les questions de la structure de prix, on essaie de proposer pas mal de choses. Maintenant, quels sont les objectifs que nous sommes en train de viser au sein de l'association? Nous visons deux principaux objectifs d'une manière générique. Le premier objectif, c'est d'implémenter justement un laboratoire, c'est d'implémenter un méga laboratoire national des compétences dans le secteur des hydrocarbures. Ça, c'est le plus grand objectif que nous sommes en train de viser. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de militer qu'il y ait un ordre des ingénieurs pétroliers. Oui, nous y croyons parce qu'on s'est dit que c'est des ordres qui actuellement ne nous profitent pas. Nous en sommes le victime. Peut-être pour une petite histoire, quand il y a eu des appels d'offres par exemple, on s'est senti marginalisé. On s'est senti marginalisé sur un certain nombre de points. Bon, je n'entrerai pas dans le détail, mais on n'a pas voulu que ces genres de situations-là puissent continuer. Et pour que ça ne puisse pas continuer, il faudrait qu'il y ait un ordre des ingénieurs pétroliers. Justement, suite au premier objectif que j'avais parlé de l'implémentation d'un méga laboratoire, nous allons créer des centres de recherche spécialisés sur les questions des hydrocarbures. Je pense qu'il y a déjà certains qui sont en mouvement. À part ça, s'il faut peut-être dire, nous sommes aussi en partenariat avec d'autres structures des ingénieurs pétroliers, notamment Society of Petroleum Engineers, et qui est une organisation internationale qui réunit aussi les différents ingénieurs pétroliers pour qu'on essaie un peu de voir comment faire promouvoir les secteurs. Maintenant, peut-être pour chuter et conclure, il se pose deux fois une question quand quand je me promène, les gens me posent la question de savoir est-ce que nous ne sommes pas venus tard? Le monde est en train de passer à la transition énergétique et vous êtes en train de vous organiser comme le défenseur du pétrole. Est-ce que vous n'êtes pas venu tard? Bon, moi je leur dis, c'est vrai, le monde est en train de muter vers la transition énergétique, oui, c'est pas du tout un problème, mais nous sommes en train aussi de voir, ouais, je vois le pétrole dans les secteurs des transports, mais s'il faut peut-être voir le pétrole dans l'industrie pétrochimique, je me dis que le pétrole est encore là. Et je suis de ceux qui pensent que la fin du pétrole ne sera pas une fin géologique. Je pense que ce sera peut-être une fin qui sera justifiée par la baisse de la demande. Et cette demande-là sera plus liée au secteur du transport, peut-être pas dans l'industrie pétrochimique. Et du coup, nous avons encore notre raison d'être, nous avons encore notre raison de parler du pétrole. J'ai dit et je vous remercie. Raison pour laquelle cette sortie officielle va placer les mots là où il faut. Et mesdames et messieurs, pour placer les mots,
là il faut, on va avoir la problématique de l'exploration pétrolière en RDC nécessite d'un fonds des hydrocarbures. Ce monsieur, ce professeur m'a enseigné, t'a enseigné aussi, et l'homme, c'est l'homme de la minéralogie, c'est l'homme de bout de forage. Je me rappelle une fois, pour une petite histoire, il m'a qu'à donner l'imprimante. Je sais qu'à la fin, il va me donner l'ordinateur. Le pauvre Kapata, merci. Alors, ici, on m'a demandé, je suis très content de vous faire un bref exposé sur la problématique de l'exploration en RDC. Ça ne concerne pas seulement les secteurs pétroliers, c'est dans son ensemble le secteur minier. Et voir, comme dans les secteurs miniers, comment on peut résoudre ces problèmes. Alors, très rapidement, je vais parler de l'introduction, les réseaux pétroliers et gaziers qui ne sont pas chiffrés, je regarde beaucoup, et qui de l'exploration. Et je parlerai de la nécessité de la création d'un fonds des hydrocarbures et la conclusion. Il faut quand même se dire que Gécamine, à l'époque, en 1985, produisait 450, il est arrivé à 480 000 tonnes de cuivre. Vous vous rendez compte, allez maintenant demander, poser la question à Gécamine, dans vos périmètres miniers propres, quelle est la quantité de mine, la quantité de cuivre que vous avez? Personne ne donnera, même moi je ne vous donnerai pas les chiffres. La même chose que la MIBA, personne. Pourquoi? Parce que nos entreprises ont oublié l'exploration. Votre travail, on l'a oublié, Mais je suis très content qu'il soit invité. C'est pour que la jeunesse ne laisse pas l'exploration du pétrole aux étrangers. Ils ne viendront pas. Les entreprises étrangères ne viendront pas parce que ça coûte cher. Il faut que l'État accompagne, l'État cherche ce qui est dans les sous-sols. Nous avons les potentiels, par des potentiels gaziers qui représentent une opportunité dans la cuvette centrale. On a eu quelques forages, mais qui n'ont pas atteint. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Il faut continuer la recherche. Maintenant, l'homme politique a peur, parce que l'homme politique ne veut pas dépenser l'argent. C'est la même chose. Mais nous devons faire un effort. Et surtout la jeunesse, vous devez faire un effort pour que la génération future, ce n'est pas de l'argent. Qu'on vous laisse les mines, qu'on vous laisse le pétrole pour la génération future. Vous n'avez pas besoin d'argent. L'Est, ça c'est la même chose. Moi je vous donne toutes ces caricatures pour vous réveiller en mémoire. Vous allez voir qu'il n'y a pas de chiffres concrets. Il n'y a pas. Même les gens qui ont dit qu'ils ont fait de l'exploration dans les blocs albertines, mais ils ne donnent pas de chiffres. On ne peut pas donner des chiffres par la prospection, l'aéroportée, la géophysique. Non, il faut faire un forage, il faut nous dire la quantité de pétrole, c'est tout dans l'albertine. Nos voisins, l'Ouganda, lui, il a des chiffres parce qu'il construit déjà des pipelines, mais à ce moment-là, nous nous sommes distraits. Donc, les informations et données géophysiques ne sont pas suffisantes. Il faut approfondir les connaissances. C'est pourquoi une des raisons pour laquelle vous vous souviendrez les cas de 27 blocs mis en compétition par notre gouvernement. On ne peut pas se cacher. Moi, je l'ai dit un autre jour. Si on avait des informations actualisées, il y aura quand même peut-être l'engouement des gens qui viendraient. Vous présentez les informations géophysiques datant de 1952. Mais alors, peut-être qu'ils ne sont pas compatibles avec ce que nous en faisons aujourd'hui. Hein? Si on dépensait de l'argent pour qu'ils puissent faire un parcours dans des blocs précis, à ce moment-là, les gens viendraient. Hein? Donc, il faut nécessairement créer un fonds, c'est ça. L'espoir, il faut un fonds pour l'exploration. C'est ainsi que je me suis dit, on en a discuté avec certains ingénieurs, étudiants et autres, trouver un fonds des hydrocarbures pour les générations futures. Les générations futures, on ne va pas laisser l'argent. C'est comme un père qui actuellement touche $100 par mois et il a ouvert un compte. Combien il va laisser à ses enfants? Rien du tout. Or, nous avons la richesse dans les sous-sols. On peut en profiter aujourd'hui, développer la RDC avec ça. C'est ainsi que ces fonds peuvent jouer un rôle crucial dans la participation active à l'RDC, donc à l'exploration minière, à l'exploration pétrolière et gazière, en soutenant à la fois
cette capacité d'exploration et la gestion même des ressources. Alors, je vais vous montrer ce fonds, ce qu'il peut faire, une caricature. Alors, on s'est dit, le premier point, les fonds des hydrocarbures peuvent nous aider à financer la recherche géologique et si beaucoup plus sismique. Mais c'est vrai, vous avez vu, nous avons un fonds. Nous avons un fonds minier que vous avez déjà entendu, qui est actif. Avec les fonds miniers, l'État a signé un contrat. Je vois qu'il y a une exploration qui est en cours. Ils ont terminé au Katanga, ils sont dans les blocs Kassai et ils feront aussi à l'Équateur. Donc c'est de l'argent qui est un fonds qui est créé actuellement, les fonds miniers, à 250 millions de dollars. Alors, l'exploration, si on cible, si vous avez de l'argent, on cible un bloc, on va faire l'exploration, ça va attirer même les autres États qui viendraient. Renforcement des capacités nationales, des compétences. Oui, mais c'est vrai, ça peut aider la formation des experts que vous êtes ici. Moi, je me souviens quand on était ministère de mines et hydrocarbures, j'ai participé, je suis allé faire une formation de géophysique en France. Mais pourquoi prendre cet argent et le mettre dans un fonds commun, de manière que les jeunes, qu'on puisse faire la recherche avec cet argent et c'est tout. Et participation de l'État dans des projets d'exploration. C'est vrai, on laisse parfois Perenco faire l'exploration seul. Et son hydroc, lui, il est suit comme ça. Et après, il y a une participation de 8%. Les gens s'énervent, après les gens s'énervent, disent non, pourquoi nous avons eu 8%? Mais lui, il a dépensé beaucoup d'argent pour faire l'exploration. Mais maintenant, si c'est l'État, donner au moins 50% dans cette exploration. La créativité des investissements étrangers. Voilà, l'exemple des blocs que je vous ai parlé tout à l'heure. Si on avait beaucoup d'informations, il y aurait peut-être d'autres personnes, parce que quelqu'un a dit tout à l'heure que le pétrole ne dort pas, ne va pas dormir. Peut-être dans les automobiles, même dans les automobiles, vous allez voir, les gisements de lithium et tout ça vont s'épuiser. Le pétrole, lui, il est en train de se créer. Même aujourd'hui, il y a encore des gisements qui se créent. Il va rester éternel. Donc, on ne peut pas se décourager et laisser le pétrole passer au minerai. C'est vrai, avec ces fonds, on peut diversifier certains investissements. Si on a un peu d'argent, on peut accompagner les gens dans l'agriculture ou bien dans la transition énergétique. Et sans oublier, stocker une partie de revenus pour les générations futures. Alors, ici, très rapidement, vous comprendrez vous-même, lorsqu'on a un fonds, il y a un problème. Mais il faut d'abord les créer. Pour les créer, il faut définir les objectifs. Je pense qu'on va se compléter. Et probablement c'est la deuxième fois que je fais le même exposé ici. Vous voyez, scandale géologique. Un slogan, ou c'est quoi? La RDC, scandale géologique. Jules Cortin, pour rappeler à tous les géologues. Et alors, ce pays, hein, nous pensons que c'est une bénédiction. Au lieu d'être une malédiction, c'est une bénédiction naturelle. Et alors, dans le secteur des hydrocarbures, il y a un grand patrimoine. Donc il y a un grand potentiel. Comme on l'a dit ici, il n'y a pas de chiffres, mais du moins, et nous en avons. Mais la loi actuelle nous impose de passer par les appels d'offres. Donc nous devons nous y conformer. Alors, c'est appel d'offres. Et là-dedans, avec cette immense dimension de la RDC, nous ne pouvions pas prendre tout. Il fallait passer par une sélection d'un certain nombre de blocs qui pouvaient passer aux appels d'offres. Et ce bloc c'est grâce à ça seulement que nous pouvons transformer cette bénédiction naturelle en
richesse. Donc si on ne le fait pas, la bénédiction va rester comme ça, comme une sorte de malédiction, comme on l'a dit. Voilà. Alors pour cette présentation, je n'irai pas loin. Je ferai 2 points, les fondamentaux et les maillons d'intervention. Où est-ce que le scientifique va intervenir dans le processus d'appel d'offres? Je disais, c'est la 2e fois que je fais l'exposé ici. Alors, nous allons commencer par les fondamentaux en rappelant les missions fondamentales de l'université. Donc, nous devons rappeler ça. Nous en avons 3 missions que nous connaissons, nous le mettons rapidement. Donc, nous, en tant qu'enseignants, dispensons les enseignements, okay, faisons la recherche, et puis il y a le service à la nation. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. Ce sont là les 3 missions principales de l'université. Alors, pour revenir aux fondamentaux rapidement, parce que nous devons le placer pour que vous puissiez avoir toujours l'engouement de venir faire le contrôle, la géologie. Alors, notre loi a prévu les 4 phases. Il y a la prospection, on ne va pas définir, l'exploration, la production et puis la fermeture et la réhabilitation de sites. Alors, l'activité de l'amont est très risquée. Elle est vraiment capitalistique. Pourquoi? Parce que, vous voyez, très souvent, on parle d'un puits d'exploration sur 3 qui aboutit à une découverte. Avant, c'était 1 sur 10. Maintenant, avec nos avancées technologiques, nous arrivons à 1 sur 3. Mais ça coûte cher. Vous pouvez forer 2 puits à 10 millions de dollars et vous ne trouvez rien. Et généralement, dans l'amont, vous allez investir dans la chaîne, le maillon de la chaîne pétrolière, l'amont, vous fait beaucoup d'argent, environ 80% d'investissement. Alors, malgré tout ça, l'activité également est caractérisée par une très forte technicité. Ça demande vraiment, les ingénieurs, il faut vraiment avoir beaucoup de compétences pour participer dans cette activité, puisque c'est très mouvant, ça change tout le temps. Donc je vous ai mis seulement 3 principales. Aujourd'hui, le professeur Kambata l'a dit, sismique 3D et même 4D. Des forages horizontaux et multilatéraux. Et vous avez des transports polyphasiques qui nécessitent une très forte technicité dans ce domaine. Mais la rentabilité est à long terme. C'est pas que je fais aujourd'hui et demain j'ai l'argent. Non. Et voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs années qui s'écoulent entre la découverte et la production. Ça, c'est un élément capital. C'est pourquoi peut-être certains politiciens ne veulent pas s'investir tout simplement parce que c'est pas aussitôt arrivé que vous allez trouver de l'argent là. Le profil de production sont supérieurs à 20 ans. C'est pourquoi on dit voilà, on a renouvelé je sais pas moi, les contrats de 20 ans, de 25 ans, c'est et autres. Et le coût de production est fonction de la localisation également. Et là-dedans, l'industrie est marquée par un prix de brut. Et nous, on ne maîtrise pas beaucoup, c'est fixé à l'international. Les contraintes environnementales qui nous poursuivent aujourd'hui, surtout chez nous ici. Et puis nous avons de fortes implications géopolitiques. Voilà, ça c'est très important pour le pétrole, une matière stratégique. Mais à la fin, je vais préférer parler de ça, la transition énergétique. Les Occidents nous imposent cette transition énergétique, ils veulent être brutales. Mais nous ne voulons pas une transition brutale, nous voulons une transition, bien sûr, mais une transition qui est lente et progressive. Et voilà ce que je vous disais. Vous voyez, pour arriver à la découverte, le code de la cuvette qui n'est pas encore trouvé aujourd'hui, vous le trouvez aujourd'hui, vous pouvez mettre 20 ans avant de l'exploiter. Donc c'est très important de retenir cette idée.
Et pendant toutes ces activités-là, il faut réaliser des études environnementales. Pour chaque bloc, nous devons avoir un dossier géologique qui reprend tous les éléments de ce bloc-là. Jusque peut-être à dire quelle est la quantité d'hydrocarbures potentiels que nous pouvons trouver dans ce bloc. Ça, c'est les scientifiques, c'est ça le premier maillot d'intervention. Et là-dedans, comme les appels d'offres ont été lancés puis annulés, voici quelques éléments. Donc la constitution du dossier juridique, si alors les dossiers ont été constitués par nos collègues géologues et pétroliers qui se trouvent au ministère avec nous, on peut encore repasser ça par une relecture au niveau du scientifique, pour jeter un coup d'œil, compléter, amender ce document, ça serait une bonne chose aussi. Ou alors l'affiner, ce qui a été fait, on peut également l'affiner. Et aujourd'hui, nous scientifiques, nous demandons qu'on puisse nous insérer dans la chaîne des données. Ça, c'est l'élément hyper important, le professeur Kampata l'a dit. Quand quelqu'un veut venir investir des millions, vous lui dites c'est un bloc. Déjà, ces blocs-là constituent comme de l'or. C'est comme une valise qui contient de l'or. Mais quelqu'un qui vient acheter une valise qui contient de l'or, il l'ouvre et il trouve un petit chat ou bien un chiot dedans. Vous voyez, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas mieux maîtrisé la chaîne des données. Nous devons connaître tout ce qu'il y a dans les blocs que nous mettons en vente ou bien en appel d'offres. C'est dans cette chaîne-là que nous demandons qu'on nous insère, qu'on nous intègre en tant que scientifiques dans la phase de l'acquisition. J'ai beaucoup aimé le propos du ministre actuel parce qu'il parle de l'acquisition de nouvelles données pour pouvoir bien vendre un bloc avec ce qu'il y a. Si vous ne pouvez pas amener un bloc comme ça et ce bloc-là ne contient rien, quelqu'un il va venir. Donc j'ai beaucoup aimé cette approche-là de pouvoir acquérir de nouvelles données pour que nous puissions reconnaître très bien nos données. Donc les scientifiques que nous sommes, moi j'insiste sur ça, puisque les maillons le plus important, nous voulions qu'on puisse nous insérer dans tous les travaux d'acquisition de nouvelles données, qu'ils soient des travaux de traitement et de l'interprétation des données. Alors, deuxième maillon, c'est la rédaction des cahiers de charges, puisque c'est ça le problème. C'est comme un pré-contrat, les cahiers de charges. Si vous êtes convenu que nous allons faire ça, au moment de rédiger le contrat, on change, ou bien on fait ceci. Ou bien, nous voulons que des choses ici, comme nous sommes dans la phase de la transition énergétique, que nous puissions rédiger un cahier de charges qui est un cahier très attractif, très attractif, qui nous permette d'attirer les investisseurs. Il ne faut pas commencer à leur mettre des bâtons. Il faudrait que les gens viennent, travaillent. Si nous allons connaître ce qu'il y a dans nos sous-sols, c'est grâce à ces sociétés. Si ces sociétés ne viennent pas, l'État ne va pas dépenser des millions de dollars pour pouvoir faire l'exploration. Et c'est la même chose. Alors, ce que je disais, voilà, c'est un vrai contrat de partage de production. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse s'écarter, qu'on puisse mettre beaucoup de distance entre le cahier de charges que les opérateurs vont venir acheter et le contrat que nous allons écrire après. Donc si le cahier de charges est bien écrit, vous allez voir que le temps pour négocier le contrat va être également très court. Le troisième maillon, c'est la promotion de bloc. Il faudrait que les scientifiques, c'est à nous de pouvoir expliquer aux gens, voici tel bloc, voici ce qu'il contient, et c'est là
que nous pouvons également intervenir vers l'amont de cette chaîne-là, le processus d'appel d'offres. C'est la promotion des blocs. Donc nous voulons participer à la phase de la promotion. Si on ne fait pas la promotion, les gens également ne vont pas venir. Je vous rappelle que dans la cuvette centrale, on a passé 2 promotions qui étaient un succès parce que même la préparation des dossiers géologiques n'a pas été très très bien faite. Et là, le scientifique peut être un consultant. Il peut nous consulter. Vous pouvez venir à la colline inspirée, nous consulter. Vous pouvez venir consulter l'association d'ingénieurs du Congo pour pouvoir faire la promotion des blocs pétroliers qui sont retenus pour l'appel. Et voilà, ce volet de la promotion est associé également à la formation. C'est une formation sur l'État. La promotion, c'est une formation sur l'État. Alors, maintenant, j'ai montré les 3 maillons d'intervention. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous donner un peu ce que nous faisons. Nous également, à la colline inspirée, nous faisons quand même quelque chose au niveau de l'université de Kinshasa. Et alors, le bloc pétrolier que nous avons dit, voilà, pour arriver à constituer le dossier géologique, on connaît que dans un bloc, il faut identifier au moins une structure géologique, structure qui est susceptible de contenir le pétrole. Et voilà, de là-dedans, on va définir tous ces termes-là, le prospect, ou bien un play, c'est un terme d'exploration. Et dans tout le bloc, nous devrions identifier ces 5 éléments magiques que nous enseignons tous les jours, qui doivent être identifiés, caractérisés dans un bloc pétrolier. Nous devons avoir un dossier géologique qui comprend tous ces éléments. Et vous voyez, pour analyser la géologie régionale, et nous allons constituer ce que nous appelons un dossier géologique. Une phase, bloc 1 de la cuvette centrale, voici son dossier. Et les gens ont travaillé dedans. Donc c'est le scientifique, c'est lui qui doit dire ça. Et alors, je vais vous montrer quelques éléments que nous faisons, parce que nous aimerions quand même montrer à la face du monde que non, nous avons au niveau des contenus locaux, on va y arriver. Il y a des travaux qui se font, que le ministère des hydrocarbures, que le gouvernement peut venir s'approprier de ça et avancer. Voilà, nous faisons beaucoup de travaux, par exemple dans le bloc nazi, qui a été à l'appel d'offres. Il y a beaucoup de mémoires qui ont été réalisées, des gens qui sont partis sur le terrain, qui ont réalisé ces 2 coupes et puis 3 autres coupes qui sont présentées là. Voilà quelques analyses de la mince qui montrent quand même la composition des minéralogiques, des roches qui se retrouvent dans ce bloc là. Ici, ce sont des échantillons que nous avons envoyés en Belgique pour faire la microscopie électronique de balayage. C'est une cartographie qui vous indique les différents éléments qui constituent cette roche-là. Vous voyez, le pétrole qu'on a trouvé au Congo-Brazzaville, là-bas, en Angola, nous pouvons dire que c'est notre pétrole. Donc, c'est chez nous. Et il s'est réformé. Voilà. Et alors, nous, au niveau de l'université, je ne vais pas beaucoup prendre. On ne peut pas négliger que ces travaux mettent dans les tiroirs alors que l'État a besoin de données pour valoriser les blocs. Donc ça, c'est vraiment notre préoccupation. Et alors, ces travaux sont faits sur base de terrain et de laboratoire, de traitement d'équipement, d'interprétation et de réinterprétation de données existantes, et puis de modélisation. Everybody, ladies and gentlemen, can you repeat after me? Yes, we can. Yes, we can. Pardon? Yes, we can. Mesdames et messieurs, si nous pouvons, et on doit le faire. Le moment est venu, mesdames et messieurs, l'association des ingénieurs pétroliers du Congo, de changer le monde.
de changer la vision, de promouvoir le donné local, de promouvoir nous, notre richesse que nous piétinons tant d'autres. Mesdames et messieurs, on a beaucoup vu le défi du secteur des hydrocarbures. On a vu la problématique d'exploration pétrolière par le prof Kombata et on a vu la prospection, on a vu ce qui est très nécessaire par le prof Wichulu. Ladies and gentlemen, le prof Wichulu, je me suis dit, pendant son objectif, il a dit que l'université développait le genre. Alors, en parlant de développement, aujourd'hui, on a cette lourde chance, on a cette chance d'avoir un aîné scientifique qui va passer ici pour nous développer la société l'ERSCOM, pétroleum et entrepreneuriat dans le secteur des hydrocarbures. Je dis Patrick Nimoy sous vos applaudissements. Deux exposés de nos professeurs, je pense que ça nous donne déjà une large vision effectivement de comment les choses doivent se faire au niveau du monde. Alors, parlons effectivement de l'entrepreneuriat. Il faut quand même dire que l'entrepreneuriat souffre. L'entrepreneuriat, de manière générale, souffre et souffre d'autant plus dans le secteur des hydrocarbures. Il y a effectivement un déficit énorme dans l'investissement et je pense que ces déficits ont été, enfin les causes de ces déficits ont été prélevées par les deux professeurs parce qu'on ne peut effectivement pas dire qu'on veut effectivement développer l'industrie pétrolière en créant des blocs, mais s'il n'y a rien comme contenu dans ces blocs, il n'y a pas d'attraction justement des entreprises qui doivent venir. Alors je pense qu'il est très important effectivement de focaliser effectivement sur ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'il faut d'abord à notre niveau constituer la matière qui va constituer, qui va sous-tendre en fait ces offres. Parce que ces offres définies comme ça, on veut bien, mais s'il n'y a rien à l'intérieur, s'il n'y a rien de concret, ça va être difficile. Et ce concret-là, c'est ce qu'il a dit le professeur, c'est nous qui devons créer ce concret en association avec le ministère de tutelle, en association avec les universités, en association avec les partenaires, qu'ils soient locaux ou internationaux, pour pouvoir constituer cela. Alors, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat de manière générale souffre, mais il est vrai que nous avons quand même quelques développements, notamment dans ce secteur, et la société l'ERSCOM Pétroleum justement entre dans cette, ou se définit effectivement dans cet entrepreneuriat qui est local. C'est important effectivement de pouvoir le souligner. Je crois que c'est à part le COBI SP5 qui a été juste fait avant, nous sommes effectivement dans la vague pétrolière. C'est-à-dire que nous sommes dans la chaîne de distribution et dans le stockage. Et c'est la toute dernière entreprise qui est née dans cette partie de la vague pétrolière. Et la particularité de cette société, c'est que non seulement ça a été développé par les entrepreneurs locaux, mais le plus important, c'est que de la conception à la réalisation, à son exploitation, on a misé sur le contenu local justement. Ce sont des Congolais qui ont fait cette conception, ce sont des Congolais qui ont monté l'entreprise et ce sont des Congolais et surtout des jeunes qui maintenant sont en train de faire fonctionner cette société. Donc le contenu local, comme on dit, effectivement, c'est tombe justement à pic concernant effectivement cette société. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre ici, la moyenne d'âge de l'entreprise est de 28 ans. Donc ça prouve déjà effectivement l'importance que nous donnons effectivement à la jeunesse. Donc voilà, donc ça c'était important quand même de pouvoir recadrer les choses. Alors il faut quand même parler effectivement de certains défis. Je pense que les profs ont mentionné certains des défis. Je reconnais justement qui ont été à une conférence en Angola, là-bas, où effectivement nous avons rencontré tous ces majors, notamment Exxon Mobil, il y avait Sinopec, ces véhicules qui viennent tous étrangers. Donc il n'y a pas de raison pour que les normes de l'essence ou de la soient différentes, que ce soit en Angola, que ce soit en République du Congo. Donc ça, c'est des choses à mon avis qu'il faudra aussi harmoniser pour effectivement identifier cette offre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on harmonise ces normes, c'est-à-dire qu'on pourra facilement
importer des produits pétroliers d'un pays qui en produit un peu plus, comme l'Angola ou le Gabon, enfin, en tout cas, toutes ces choses-là, à mon avis, on doit effectivement penser à ça. Et l'autre problème que nous avons, effectivement, c'est que nous avons une très faible capacité de raffinage. On a des problèmes avec la production, mais le raffinage, c'est un peu compliqué, parce que nous ne raffinons que 25% de tout ce que nous consommons en Afrique. C'est extrêmement ridicule. C'est-à-dire que 75% vient de l'étranger. Et là, effectivement, il faut effectivement qu'on puisse penser à des synergies avec. Moi, je suis convaincu que seul on ne va pas y arriver. Il faut qu'on fédère les esprits avec les autres pays, avec les associations comme vous, avec le ministère qui doit être plus impliqué, avec le corps scientifique et aussi avec tous les acteurs qui sont dans ce secteur pour effectivement faire en sorte que nous puissions développer toute la panoplie des potentialités du centre. Voilà, je crois que je ne peux pas être lent, mais je vais quand même sans partager cela. Et je voulais aussi conclure dans le fait que quand la société de respect est née, il y a beaucoup qui n'ont pas vu. Il y a effectivement vers 5 ans. Bon, ça fait un peu de temps qu'on est là, ça. Mais le plus important, c'est que, comme je l'ai dit, c'est sa jeunesse. Donc nous avons pris des étudiants exclusivement pour notamment tout ce qui était comme, à part les chauffeurs naturellement, mais en tout cas pour les autres métiers, c'était des étudiants qui à peine finissaient l'université, ou même qui n'avaient pas encore fini. Et ils sont aujourd'hui avec nous qui nous accompagnent, et je puis vous rassurer que la formation, c'est vrai qu'il y a des lacunes au niveau de la formation pour eux, les étudiants que nous avons reçus, qui viennent de l'UNIKI, qui viennent de l'UPG, qui viennent de l'UPEN, franchement, il faut absolument qu'on investisse dans le contenu local, la qualité liée, le potentiel lié. Il faut absolument que nous puissions encourager cette jeunesse. Et nous vous invitons, vous les jeunes, à venir pour les stages académiques, pour les stages professionnels. La société est ouverte, n'hésitez pas. Parce que nous puissions déposer nos lettres de stage et déposer nos CV, à mon c'est ça, et mesdames et messieurs, très important par rapport à cette déclaration et très important de la société de l'ERSCOM au pétroleum et entrepreneuriat dans le secteur des hydrocarbures, monsieur Patrick Limois, qui vient d'intervenir comme étant un grand frère et comme étant un conseiller et comme étant un sage pour calmer le puzzle, parce que nous trouvons tous des solutions. À chaque fois que je parle, il va me mettre un truc ici. Pour trouver des solutions dans la vie pétrolière. Mesdames et messieurs, chers invités, chers honorables, vous avez reçu une enveloppe pour soutenir l'association des ingénieurs pétroliers de la RDC. S'il vous plaît, en plus que nous encouragera. Mais c'est très fort pour nous inviter dans le l'AIPC enlevé de développement dans le secteur des hydrocarbures en RDC Congo. Je vois que mon chef me regarde, je l'appelle chef, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses pour l'exploration sur terrain. Monsieur Leves, que je vois, on me regarde, je le sais, monsieur Leves. Est-ce qu'on peut appeler monsieur Leves? Ladies and gentlemen, recevez avec ovation M. Sonkondocha Koi pour la présentation de la concept. Merci beaucoup. Nous allons donc vous présenter l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo, un levier de développement dans le secteur des hydrocarbures. Pourquoi nous le disons ainsi? Vous allez vous-même le constater. Au sommaire, nous avons 3 points à vous présenter. Il y aura notre perception dans le secteur des hydrocarbures. Quelle est notre perception en tant qu'association? Et deuxièmement, nous allons vous présenter pourquoi nous disons que nous sommes le levier. Pourquoi nous sommes le levier. Et troisièmement, nous allons vous demander si vous pouvez être nos partenaires. Pourquoi pas? Bien sûr. D'ailleurs, on l'a déjà très bien dit ici. Alors, notre perception dans le secteur des hydrocarbures, c'est que sur le plan institutionnel, le secteur des hydrocarbures congolais est structuré tel que vous le voyez là. Donc nous avons le cabinet du ministre, nous avons le secrétariat général des hydrocarbures et nous avons les sociétés.
disons, les sociétés nationales et les sociétés privées. Alors, sur le plan géologique, nous avons 3 bassins. Ces 3 bassins, nous avons le bassin côtier qui est suffisamment exploré, mais pas achevé. Nous avons le bassin de la crête centrale, déjà le maintenant de la Grécie, qui est moins exploré, parce qu'il y a un bassin d'une superficie de 1 400 000 km² avec les 4 forages d'exploration, c'est vraiment infini. Et nous avons le bassin de Gabène, moins encore exploré parce que nous n'avons pas de données là-dessus. Sur le plan opérationnel, c'est quoi notre perception dans ce secteur? C'est que nous avons des sociétés nationales qui sont faiblement ressenties sur le terrain, ça nous devons quand même les reconnaître, nous sommes scientifiques et nous devons vous dire cette vérité. Monsieur le directeur des Sonahydraulique, vraiment nous vous demandons pardon, vous allez peut-être nous accepter ainsi. Donc il y a absence de laboratoires et bureaux d'études spécialisés, c'est ce qui fait que toutes les études qui sont faites ici au Congo sont, donc les résultats viennent d'ailleurs. Donc on ne sait pas vraiment les traiter ici alors que ces traitements-là nous apporteraient des capitaux. Alors nous avons également absence des sociétés de services pétroliers. Donc il n'y a pas de sociétés de services dans ces pays. Nous avons été en Angola, nous avons vu que l'Angola a beaucoup investi dans le secteur des sociétés de services. Ce qui fait que quand les compagnies viennent, que ce soit Shell ou BP, donc on les impose de travailler avec les sociétés locales. Et c'est ce qui fait en sorte que l'investissement pétrolier en Angola est vraiment capté à 90%. Alors nous avons aussi rareté d'offres d'emploi dans ce secteur. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi quant à ça. Si le RESCOM ne publie pas son offre, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver. Perenco, on sait que Perenco, lui, c'est un système de bypassage. Il passe tous les étudiants via des stages et puis il traite, il fait tout ce qu'il fait, nous le connaissons. Donc, il y a un désordre perpétré par les opérateurs dans le secteur. Donc ça, c'est notre perception. Alors, mais maintenant, est-ce que sommes-nous vraiment des Deus ex machina? Sommes-nous vraiment les hommes des solutions dans ce secteur? Nous pensons que oui. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord constitués des professionnels, des jeunes, très énergétiques, et nous avons également au sein de nous, nous avons des professeurs, nous avons des scientifiques vraiment qui sont trop outillés en sciences, et voilà, ça sont des images de nos membres. Ceux qui sont chez Perenco, ceux qui font des travaux de terrain, et donc vous-même vous les constatez. Alors, est-ce que vraiment sommes-nous vraiment la solution? J'ai dit que oui. Qu'est-ce que nous vous amenons aujourd'hui? Voilà, nous vous présentons maintenant notre idée. L'idée c'est quoi? C'est de créer notre société et d'intégrer le business parce que nous avons longtemps attendu qu'on nous donne l'emploi et l'emploi ne vient pas. Nous nous sommes dit nous-mêmes, nous devons intégrer maintenant l'affaire. Voilà pourquoi nous comptons mettre en place la Société des ingénieurs pétroliers du Congo et puis mettre en place un centre de recherche pétrolière. Mais pour quelles raisons? Pour la Société pétrolière du Congo, donc nous avons besoin d'en faire un holding, mais nous n'allons pas commencer avec l'idée d'holding, nous allons commencer avec une seule idée, d'en faire d'abord une société qui peut être par exemple dans la vente des produits pétroliers. Et ensuite on va migrer, dès qu'on aura assez de capitaux, on va migrer vers la production de l'électricité parce que le secteur électrique a été déjà libéralisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous avons par exemple 50 000 $, nous pouvons installer un projet par exemple dans un village ou soit dans un territoire donné, puis fournir de l'électricité, puis donc bénéficier des avantages qui en découleraient. Ensuite, nous pouvons également créer notre société d'exploration et de production à la longue. Mais pourquoi pas se lancer dans la vente des technologies, étant donné que nous comptons déjà faire aussi de notre centre de recherche comme un centre d'innovation technologique. Alors c'est ce qui fait que la société, l'idée de la société, l'actionnariat interne avait déjà commencé et je pense que c'est aujourd'hui que l'actionnariat interne prend fin. Donc les membres de cette association ont apporté leurs capitaux. Et notre société aura un capital de 100 000 $, c'est ce que nous estimons. Et nous avons dit qu'à l'interne, nous-mêmes en tant qu'actionnaires majoritaires, nous devons déjà réunir 60 000 $. Et ensuite, passer maintenant vers l'actionnariat externe qui va nous apporter 40 000 $. Voilà donc l'idée. Et l'actionnariat externe peut commencer à partir du 15 janvier. Donc nous allons ouvrir l'actionnariat externe. Et que vous qui êtes ici, tous les hommes et qui ont suffisamment
suffisamment de moyens peuvent nous rejoindre pour entrer dans ce business parce que le grand frère a dit que seul on ne saura pas. Il faut vraiment mutualiser les efforts pour que nous puissions vraiment atteindre l'objectif, celui donc de lever le défi de ce secteur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire de notre centre de recherche? C'est que ce centre de recherche que nous allons mettre en place, il va également produire des services. Le centre de recherche qui est là, le centre de recherche pétrolière que nous avons abrégé par CRP, donc il va produire une revue congolaise des énergies. Parce que nous faisons des recherches, il faut commencer à publier les résultats de nos recherches dans des plateformes internationales pour que les autres soient à mesure de comprendre ce qui s'est fait au Congo. Et deuxièmement, les résultats qui viendront de ces centres de recherche vont maintenant nous permettre de mettre en place la société, donc la société de production technologique. Parce que nous ne pouvons pas seulement voir les résultats et puis les laisser. Nous allons exploiter ces résultats pour les transformer vraiment à des services. Voilà donc ce que nous pensons. Mais ensuite aussi, mettre en place à la longue, pourquoi pas, une institution de formation technologique pour faire un établissement. Voilà donc, mes chers grands frères et les différents invités, je viens ici vous poser cette petite question. Qui seront nos partenaires? Voilà. La question est posée. Et donc, vous avez la parole. Laissez-moi vous remercier. Merci. L'ingénieur Jean-Ondo Tchankoy vient finir son exposé, sa narration avec une question, et cette question vectorique que nos partenaires vont vouloir nous répondre. Pendant qu'il avance lentement, rentre lentement et sûrement, je vous rappelle, l'industrie pétrolière de la RDC face à la transition énergétique. Monsieur Constant, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de me trouver en face de la jeunesse congolaise du développement de notre pays. Vraiment, cela vous incombe beaucoup plus que nous, parce que nous, on est pratiquement partants. Voilà. Bon, comme on l'a dit, moi je suis économiste de l'usine, puis je suis énergéticien. Voilà, c'est pour cela qu'on m'appelle économiste de l'énergie. Voilà. Je vais aller tout droit au but parce que si je fais beaucoup de commentaires, nous perdrons beaucoup de temps. D'abord, le livre en question est celui-là. Comme vous le voyez, il est intitulé « Des énergies fossiles aux énergies renouvelables en vue du développement durable de la RDC ». Vous le savez, sans énergie, nous ne pouvons rien faire. Et justement, je donne un bref aperçu sur ce livre et nous parlons d'abord de la planète Terre. La planète Terre, qui aujourd'hui compte plus de 8 milliards d'habitants, doit être servie en matière de l'énergie pour que les choses puissent bien fonctionner. Et donc, cette planète est entourée ou comprend plusieurs ressources. D'abord les hommes, que nous sommes. Ensuite, les ressources naturelles que nous devons utiliser pour pour vivre sur cette planète. Plusieurs besoins, donc, découlent de cela. Alors, parlons de ces énergies. Il y a des énergies, comme vous le voyez, que j'ai classées en deux catégories. Les énergies fossiles et les énergies renouvelables, qui sont les deux catégories importantes. Vous pouvez augmenter un peu. Alors, comme vous le voyez, cette énergie, nous devons absolument l'avoir en permanence chez nous, surtout dans notre pays. Ou si l'on regarde la réalité, nous ne produisons absolument pas grand-chose comme on va le voir. On a beaucoup de potentialités et d'ailleurs, nous on a assez bien identifié. Le problème est le même, comme on venait de dire. Et ces problèmes vous regardent. Parce que si on n'arrive pas à savoir
quelle quantité de tel produit, telle source d'énergie existe, on ne pourra pas décider de ce qu'il faut faire. C'est pourquoi nous devons tout faire pour pouvoir connaître le potentiel énergétique en l'identifiant correctement. Tout à l'heure, donc, je parlais des énergies fossiles qui sont très polluantes et nous venons d'épingler les produits pétroliers et gaziers. C'est ça pourtant que l'on utilise le plus dans le monde aujourd'hui. Nous avons aussi les énergies renouvelables qui sont en grande quantité aussi dans notre pays, mais qu'il faut identifier. Ce sont des énergies qui sont pour la plupart propres par rapport aux autres qui sont polluantes. Je ne vais pas citer, j'ai affaire à des connaisseurs du domaine, particulièrement dans le domaine des hydrocarbures. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais je me posais la question de savoir, oui, dernièrement on a trouvé une pierre électrique, ensuite une autre qu'on appelle inflammable. Je crois que vous êtes au courant de ça, mais qu'est-ce qu'on a encore fait de cela? Est-ce qu'on sait que il y a quelque chose qui n'est pas bien en ordre? Bon, je vais carrément dire qu'après avoir constaté que notre pays ne produit pas assez, alors que nous avons des potentialités énormes, l'appel est donné à tout le monde de pouvoir réfléchir, surtout pour les jeunes, dans vos concertations. Voyez, ayez ce souci de pouvoir faire approvisionner notre pays comme il convient. Donc on a un déficit énorme. Depuis des années, on traîne ça. Il n'y a toujours pas de solution. C'est sur cet aspect surtout que je voudrais beaucoup insister. Pour que vous les jeunes, vous disiez non l'avenir et donc bloquer le développement durable dont nous parlons est bloqué tant qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie. Alors, et on se retrouve aussi devant la situation de la planète qui est tout à fait menacée. Nous le savons, on en parle tellement que peut-être il n'aurait pas fallu que je m'arrête sur cet aspect. Nous ne pouvons pas oublier pourtant que notre planète est menacée et nous, avec elle, nous pouvons disparaître d'un moment à l'autre. Vous voyez bien les images qui passent sur les écrans. Donc j'ai soulevé aussi ce problème dans le livre pour que tout le monde en prenne conscience et que l'on puisse, nous, le Congo, comme les autres pays, et vous les jeunes surtout, preniez conscience qu'il faut faire quelque chose. Riposter, comme on l'a dit en 2021, le 15e COP, non, 2015. Tout cela, on en parle, mais dans notre pays, il faut que nous entrions en profondeur, que nous nous préparions à contrer vraiment ces problèmes et trouver des solutions, parce que si vous regardez à l'est, comme aussi dans notre fleuve déborde, nous connaissons le devoir que nous avons. Donc c'est un problème très important qu'il ne faudrait absolument pas négliger. Alors, vous savez qu'on n'invente rien. Il y a des scientifiques, surtout ceux qui sont du GIEC, le groupe international chargé des experts qui s'occupent des questions climatiques. Ils travaillent très très fort et il y a plusieurs COP, comme vous savez, où on soulève ce cas pour que nous puissions nous aussi nous imprégner de ça et trouver les solutions afin que notre pays puisse contribuer à la riposte pour que l'on résiste tous ensemble. Intervenant, je voudrais vous inviter quelqu'un. Monsieur Joël, il va nous discuter, il va parler de quelque chose de très important.
à travers le dire et à travers le comment. Et mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, M. Joël Fungwe, ici, dans cette salle ultime. J'aimerais premièrement remercier les organisateurs de cet événement pour mon initiative. Ils l'ont si bien dit qu'il faut toujours rester. Et là, je voudrais partager deux choses, deux réalités que personnellement j'ai traversées dans ma vie, et même dans ma carrière, je dirais. Après l'université, c'est vrai, j'aimerais les encourager. J'ai passé 2 ans de chômage. Il n'y avait pas d'emploi. Et c'était pour la première fois que la Sonaïdro, pour Hydro à l'époque, après plusieurs années, ils avaient organisé un test d'emploi. Et nous sommes pointés pratiquement en 90 candidats, 90 candidats. Et ils n'ont retenu que 6 candidats. Sur les 6, il y a un qui a désisté de partir. Il n'avait pas apprécié les conditions à l'époque. Les 5 qui sont restés, tous avec des ambitions jeunes que nous étions après l'université. Et la première expérience que je partageais, c'est quand je suis allé pour une formation en Irlande, Trinity College Dublin, d'ici en Irlande. C'est là où je me suis rendu compte que les universités ailleurs ne fonctionnent pas comme nos universités. Les universités à l'étranger, ce sont véritablement là où même les entreprises ils tirent beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire ce sont des structures très bien organisées qui reçoivent même des financements à travers des organisations même en Europe. Officiel, à travers cette sortie officielle de l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo. Merci beaucoup pour le fait. Comme l'a dit le modérateur, je voudrais déclarer ouvert et je voudrais déclarer la sortie officielle de notre aspect de l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo. Merci beaucoup. APC, we love you. Libre 3. APC, we love you. On y va? APC, we love you. Encore. APC, we love you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps auquel tu nous as reçus pour clôturer ces événements exceptionnels solennels à travers l'ouverture officielle de notre association des ingénieurs pétroliers en RDC. Quant à moi, quant à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, madame, pour la question. Nous tenons également à vous remercier d'être venus. Mais sinon, nous sommes une association des ingénieurs pétroliers du Congo. Nous militons pour obtenir l'ordre des ingénieurs pétroliers du Congo, mais également de soutenir vraiment le secteur des hydrocarbures vers son épanouissement. Parce que nous avons fait un constat, c'est que le secteur des hydrocarbures, depuis 1960 jusqu'à ces jours, en RDC, ce secteur stagne. Ce secteur n'a pas assez évolué. Voilà pourquoi nous, en tant que jeunesse spécialisée dans ce secteur, nous nous sommes réunis pour mettre en place cette structure qui va pouvoir travailler en collaboration avec l'État congolais et avec les sociétés nationales pour pouvoir certifier nos réserves et pourquoi pas arriver jusqu'au raffinage. Mais surtout, tout ce que nous demandons à la population et au gouvernement, c'est de nous faire confiance. Nous sommes une jeunesse différente des autres. Nous sommes vraiment une jeunesse différente des autres parce que nous sommes très bien organisés et nous comptons également mettre en place notre société des ingénieurs pétroliers du Congo pour atteindre nos objectifs. Vous avez dit exactement, en analysant l'évolution du marché d'emploi en RDC, dans le secteur des hydrocarbures bien sûr, nous avons fait un constat. La majorité de nos cadets pensent que faire le pétrole, le gaz et les énergies, c'était une malédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'opportunités. Mais nous les rassurons que le secteur pétrolier, c'est un bon secteur, c'est un secteur hautement stratégique et que nous, leurs grands frères, nous sommes là
pour se battre à leur place. D'ailleurs, si nous sommes arrivés à mettre en place cette société, c'est pour que la société puisse répondre aux besoins de nos cadets qui ne savent pas se retrouver, qui écrivent depuis longtemps les demandes d'emploi et leurs demandes n'aboutissent pas. À partir de notre société, notre jeunesse dans les filières pétrolières pourra vraiment se retrouver et ensemble, nous pouvons vraiment atteindre l'objectif d'épanouir ce secteur. Mais le professeur l'ont dit même durant tous ces exposés qui ont eu lieu ici, la RDC, effectivement, c'est un scandale. Pourquoi? Parce que nous qui avons fait les travaux de terrain, lorsque vous vous promenez à travers les différentes sources d'eau des différentes provinces de la République, vous allez voir comment il y a des sointements de pétrole par-ci, par-là. Le diamant, on n'en parle pas. Et d'autres minéraux, ou soit d'autres minéraux non encore certifiés jusqu'à ce jour, sont en train d'être découverts en RDC. Et tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de mettre du sérieux dans le secteur de la formation et de soutenir les jeunesses spécialisées dans le métier. Je suis ingénieur Bianco, ingénieur en pétrole et gaz, option pétrochimie et raffinage et expert en logistique pétrolière. En quelques mots. Ben voilà, nous faisons tous partie de cette jeunesse-là. On a de l'énergie. Cette association, je crois que c'est une plateforme qui permettra à chacun de nous d'apporter sa contribution afin d'assurer une énergie qui serait en tout cas beaucoup plus disponible pour tout le monde. Une énergie qui sera compétitive, qui sera durable. Une énergie qui sera moderne et aussi une énergie qui pourra transformer notre vie de tous les jours. Et ça ne pourra passer que par les milliers des ingénieurs pétroliers que nous sommes,